Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes vendredi 28 août 2015. Bienvenue à cette émission. Merci de nous recevoir chez vous. Nous avons deux thèmes à l'affiche aujourd'hui. La situation sécuritaire et le contrôle d'ANEFIS. Nous allons voir avec nos invités. Sur le terrain, alors, nous avons comme deuxième thème la scolarisation de la petite fille au Mali. Nos invités, Lafia Sinaba, journaliste indépendant, Abdoul Nyang de la radio Dambé. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Mamadou Ouattara est à la technique. Studio Tamani. Tout d'abord, le premier thème qui est en lien avec la sécurité au Mali et le contrôle d'ANEFIS par la plateforme Scène de désolation. Hier, tout près à Tonka, la ville a été attaquée hier, jour de foire, par des hommes armés qui circulaient à bord de 4 véhicules. Le bilan de l'agression est d'un mort et un assaillant tué par des civils. La situation a été calme ce matin suite à l'arrivée d'un détachement de la MINUSMA et de l'armée malienne. Alors, Lafia, aujourd'hui, que peut-on dire de la situation sécuritaire dans le pays? Merci Famoussa. C'est qu'elle n'est pas rassurante, cette situation sécuritaire de notre pays. Il y a lieu de revoir les efforts en cours, multiplier les efforts en cours pour qu'on puisse vraiment atteindre la sécurité tant souhaitée. Sinon, la situation, il faut le dire, malgré les assurances qu'on peut donner, elle n'est pas rassurante. Alors, Abdoul Onyang de la radio Dambé, quel est votre avis sur... La comédie, c'est quoi? C'est l'expression utilisée par le président de la République lui-même. Comment obliger un président élu, un président d'un État souverain, d'un pays souverain, membre des Nations Unies, à s'asseoir sur une table de négociation et parler d'égal à égal avec des gens qui disent qu'ils n'appartiennent pas à la nation, qui ne reconnaissent pas les symboles de l'État, et l'obliger à s'asseoir dans cette condition, des gens qui refusent jusqu'à présent de laisser les armes, malgré l'indulgence, sinon le laxisme du gouvernement quelque part, continue de s'entêter et de ramer à contre-courant de la paix. Donc, Ibekad, il dit que c'est une comédie. Et il a été obligé à faire ça par la communauté internationale et par la France pour appeler un chat un chat. Donc, on a été obligé d'entrer dans une comédie et on est vraiment dans cette situation déplorable. Merci beaucoup Abdoul Nyang pour ces éclairages. Alors Lafia, arrêtons-nous un peu sur ce axe Gundam-Tombouctou. Pourquoi l'insécurité persiste sur ce axe-là jusqu'à présent? Oui, avant de répondre à cette question, le confrère Nyang a tantôt employé un mot qui me paraît un tout petit peu dépassé quand il dit qu'on a obligé. C'est vrai, au début, c'était cela, mais aujourd'hui, du moment où on est parti à Alger, en juillet 2014, je pense que ce n'était plus une situation dans laquelle on a été obligé. Je pense qu'aujourd'hui, à ce stade de la réflexion, le processus a atteint un niveau qu'on ne doit vraiment pas s'attarder sur des sujets de ce genre. Je pense qu'il serait encore mieux de voir l'avenir, voir ce qui a été fait, essayer de parfaire, de voir les imperfections, parce qu'il faut le dire, il y en a. Maintenant, pour revenir à la question que vous avez tantôt posée par rapport à l'axe Gundam-Tombouctou, c'est d'après les informations que j'ai auprès des confrères de la localité, c'est que c'est une route qui est très fréquentée, c'est une route entre guillemets marchande, et puis c'est aussi une route là où on peut entre guillemets facilement attaquer les gens, parce que si je vais citer par exemple un confrère de Tombouctou, il dit que malgré qu'on a signé l'accord, pratiquement toutes les semaines, soit c'est des véhicules qu'on enlève, soit c'est des braquages. Je pense que c'est surtout lié à l'aspect marchand. Parce que c'est facile sans oublier que c'est la principale porte d'entrée aussi dans la ville. Dans la ville.
Alors, Abdoul Nyang, cette situation sécuritaire s'étend un peu partout dans le pays. Ce n'est pas que à Tombouctou. Aujourd'hui, que pouvez-vous nous dire par rapport à cette situation dans les filles, ce blocage qu'il y a aujourd'hui, la plateforme qui ne veut pas céder la ville et la communauté internationale qui brandit aujourd'hui des sanctions? Effectivement, je dois répondre à mon confrère qui a un souci à comprendre pourquoi on dit que les autorités ont été obligées. Il dit que l'air n'est plus à cela. Selon On lui, dit cela doit faire partie du passé Dans à la partir du mesure moment les où... conditions ont été ouais, posées mais il a pour reconnu participer. qu'au départ, il y a eu certes des imperfections. Mm. Et on dit aussi que qui sème le vent récolte la tempête. Et on est là en train de gérer les conséquences de l'erreur du départ. Pour revenir à votre question, et bien sûr, vous avez parlé du cas de Anefis. Même scénario que Menaka. L'accord a été signé déjà. Et à la faveur de cet accord, les éléments de la CEMA circulent partout au Mali, y compris à Bamako, sans problème. On a appris que c'est... Circuler comment? Oui, ils sont à Bamako, Oui. les éléments du CEMA, Oui. qui vivent ici, Oui. qui viennent souvent à Gao avec leur famille, et certains même ont fêté à Gao et même à Tombouctou. Donc sans problème, à la faveur de l'arrangement sécuritaire qui a été signé entre les parties prenantes dans cet accord. Donc ça n'a pas soulevé de problèmes. Mais quand il s'agissait maintenant pour la plateforme, donc d'aller voir leur famille dans la région de Kidal, parce qu'on sait qu'ils sont des habitants de Kidal, et ils ont leur famille là-bas, ils sont majoritaires d'ailleurs là-bas à Kidal. Donc ça a provoqué un conflit. Et au départ, la CEMA avait présenté toutes ses excuses et que c'était seulement un cas isolé. Et on a vu que subitement, les choses ont pris une autre tournure. Et ce qui devait arriver est bien sûr arrivé. Alors, pour rester dans l'actualité, aujourd'hui, la communauté internationale brandit des sanctions contre des responsables de la plateforme. Aujourd'hui, comment analysez-vous ces sanctions? Je pense que la communauté internationale ne joue pas son rôle. Je veux dire, l'aménagement n'est pas dans son rôle. L'aménagement agit contrairement à son mandat. Son mandat, c'est quoi? Aider les autorités maliennes à établir leur souveraineté sur toute l'étendue du territoire. Donc, ensuite, aider les autorités à stabiliser et à protéger les populations, toutes les populations à l'intérieur du Mali. Donc, l'aménagement, on ne peut pas comprendre qu'elle agisse de façon isolée et qu'elle ose poser un acte qui porte atteinte gravement à la souveraineté du Mali. Je vais parler de la zone de sécurité mise en place. Ils ont d'abord condamné illico presto la plateforme d'avoir violé le cessez-le-feu sans enquête préalable. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Donc la communauté internationale fait preuve de duplicité, fait preuve de partialité dans cette affaire. Elle a déjà choisi son camp et elle accuse même la plateforme et ses alliés. Je veux dire, quand il parle de plateforme et ses alliés, c'est bien sûr du gouvernement qu'il s'agit. Donc on ne peut pas comprendre comment est-ce que la plateforme, la communauté internationale peut accuser de façon hâtive comme ça le gouvernement d'avoir été à l'initiative de la violation, et qui montre aussi que le gouvernement fait preuve de mauvaise foi. Et ça, c'est très dangereux pour le gouvernement, parce que si on pense que le gouvernement fait preuve de mauvaise foi, et les jours où les rebelles vont demander, donc ce gouvernement ne peut pas faire notre affaire, et on va voir un autre scénario, que Dieu nous en préserve. Merci beaucoup Abdoul Nyang de la radio d'Ambé. Alors Lafia, comment analysez-vous cette situation, cette annonce de sanctions probables contre les responsables de la plateforme? Toujours pour rebondir à ce que mon confrère a dit, quand il dit que l'aménagement a accusé le gouvernement, moi à ma connaissance, hier lors de la conférence de presse animée par l'aménagement, l'aménagement a parlé des gens qui ne sont pas de bonne foi, mais à ma connaissance, on n'a pas indexé le gouvernement. Mieux que ça, dans le document qui a été remis, l'aménagement dit
qu'elle a élaboré un plan de sortie, un plan élaboré en 7 points, que ce plan a été accepté par le gouvernement. Maintenant, si le confrère dit que le gouvernement a été accusé, bon, je ne sais pas, peut-être il a ses sources, mais je n'ai pas cette information. Maintenant, l'analyse que je fais de la situation, c'est que d'abord, ça constitue un blocage au processus. Même si les protagonistes refusent de reconnaître cette évidence, parce que le mot blocage, ils n'aiment pas totalement en parler. Parce que pour revenir à cet aspect, le chef adjoint de la MINUSMA, Arnaud Akodjono, disait que malgré la suspension de la CEMA, le processus, la réunion du comité de suivi a continué. Mais dans les faits, il faut reconnaître que c'est vraiment un incident qui constitue aujourd'hui un blocage. Et il est temps qu'on sorte de cette situation rapidement pour s'atteler vraiment à la mise en œuvre de l'accord. Alors, concernant cette situation d'ANEFIS, la sanction, la probabilité de la sanction existe aujourd'hui. Mbaranga Gassaramboué de la MINUSMA l'avait annoncé au lendemain donc, des affrontements à ANEFIS. Aujourd'hui, ça se confirme de plus en plus contre les membres de la plateforme. Aujourd'hui, comment comprenez-vous que ce soit des sanctions uniquement à l'adresse de la plateforme? Une question difficile pour le Malien que je suis. Mais toujours pour me référer à l'accord, et d'après le chef adjoint de la MINUSMA, l'interprétation de l'accord revient à la médiation. Et il dit qu'en la matière, la sanction, ça ne relève pas d'un pays, mais du Conseil de sécurité de l'ONU. Maintenant, attendons voir ce que le Conseil de sécurité va décider. Je pense bien. Alors, je pense qu'Abdoul... Bien sûr, il dit qu'il n'a pas compris comment est-ce que le gouvernement a été accusé par la MINUSMA. Et bien sûr, le premier communiqué que la MINUSMA a fait d'abord, on parlait d'abord de violation de cessez-le-feu. Et la mise en place, par qui? Ils n'ont pas bien précisé, mais ils font des allusions. Je vais en venir. Ils font pour qui sait lire entre les lignes. Ils disent qu'il y aura une zone de sécurité interdite à la plateforme, à tous les éléments de la plateforme et leurs alliés. Ils parlent de quels alliés? Et ils parlent hier, Arnaud Akodjono parlait de mauvaise foi sans citer un camp. Et ils ont déjà accusé un camp d'être responsable donc, de cette violation. La MINUSMA a déjà choisi son camp et a accusé implicitement la plateforme. Et c'est clair pour tout le monde. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre cette émission. Quelques secondes de pause et je redistribue la parole. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani sur les réseaux sociaux, c'est notre compte Twitter, notre page Facebook. N'oubliez surtout pas de faire un tour sur notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Alors, si vous souhaitez donc nous envoyer un courriel, n'hésitez surtout pas à le faire à notre adresse contact au singulier @studiotamani.org. Merci à vous donc pour votre fidélité, chers auditeurs. Le Grand Dialogue, le Forum de la presse, la situation sécuritaire, c'est le premier thème de cette émission. Nous allons donc poursuivre avec cette situation. ANEFIS, pour sa part, aujourd'hui, tout le monde sait que la médiation internationale a brandi la menace de sanctions contre les responsables, certains responsables de la plateforme, qui si cette plateforme ne quittait pas donc la ville d'ANEFIS. Pour autant, ceux-ci sont loin de prendre ces avertissements au sérieux, estimant que le mouvement a pris la ville pour protéger les parents qui s'y trouvent des représailles donc de la CEMA sur le terrain. La tension reste très vive aujourd'hui. Alors, la FIA voulait réagir. La FIA, vous avez la parole. Oui, je pense que j'ai réagi par rapport à ce point-là. Comme je l'ai dit, il est temps vraiment de décanter la situation
pour qu'on puisse aller vraiment à l'application, à la mise en œuvre. Est-ce qu'aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que cet accord de paix signé entre les parties avec la médiation comme témoin, la médiation internationale comme témoin, cet accord-là peut avoir pignon sur rue sur l'ensemble des protagonistes et également sur la MINUSMA? À mon avis, oui, dans la mesure où ils se sont engagés volontairement. Parce qu'il faut le dire, hein, personne n'a été contraint. Dès qu'on a été à Alger en juillet 2014, les termes étaient clairs dès le début. Ceux-là qui reconnaissent l'intégrité territoriale du Mali sont le caractère laïque, l'unité du pays. Voilà un certain nombre de conditions qui ont été posées. Ceux-là qui ont reconnu, ceux-là qui ont renoncé à la violence comme mode d'expression ont été acceptés et par la suite, ils se sont engagés à signer un accord, ils se sont engagés à mettre en œuvre cet accord-là. Du moment où il y a un tel engagement, je pense qu'il ne doit pas avoir de problème. Alors, Abdoul Niang de la radio Dambé, est-ce que vous pensez que cet accord prime sur l'ensemble des parties, y compris la MINUSMA? Oui, l'accord, normalement, ça doit être ainsi, mais malheureusement. Malheureusement, parce que c'est une guerre de dupes. Et la victoire appartient aux plus malins. Et c'est aussi une guerre de survie. Je ne comprends pas que le Mali, en tant que membre des Nations Unies, un pays qui contribue également au budget, se trouve dans cette situation et que jusqu'à présent, on continue d'accentuer notre mise sous tutelle. Et que jusqu'à présent, on continue à assujettir les pays pour satisfaire les désirs d'une minorité. Et on met en mal la souveraineté même de tout un pays. Je pense que si les problèmes étaient dans un pays fort, le problème, une autre formule aurait été proposée pour résoudre cette équation-là. Donc l'accord qui a été signé, pourquoi jusqu'à présent, parce qu'après la signature de l'accord, on ne parle plus des rebelles, mais d'ex-rebelles. Justement. Mais pourquoi les mêmes individus circulent avec armes de guerre? Le cantonnement et le désarmement étaient prévus. Pourquoi jusqu'à présent ça traîne? Alors, vous pensez qu'en accélérant le processus de DDR, cela pourrait résoudre l'ensemble des problèmes? Parce que l'accord a été baptisé un accord de paix et de réconciliation. L'accord d'Alger aurait suffi. L'accord de Ouagas aurait suffi. Mais donc, selon vous, les revendications de la CEMA ne sont plus légitimes? Ils n'ont aucune raison d'être en armes sur les territoires. Si l'accord reconnaît sincèrement que le Mali ne sera pas divisé, l'indépendance du Mali, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, le caractère laïque et républicain de la République, si ces vertus qui font partie des attributs de notre souveraineté, si réellement la communauté internationale tient à ça, on ne doit plus voir de groupes armés sur notre territoire. Et l'armée se représente là où nous sommes, sur toute l'étendue du territoire, pour assurer la mission régalienne de protection des personnes et leurs biens. Merci Abdoul Niang. Alors, Lafia, est-ce qu'avec ces derniers développements, on peut dire que l'accord est en danger? Ah oui, l'accord est en danger parce que ça crée un autre problème. Si déjà ceux-là qui sont chargés en grande partie de la mise en œuvre de l'accord ne s'entendent pas, il faut reconnaître que l'accord est en danger. Et pour une fois, je pense que je suis d'accord avec la même idée que mon confrère. Je pense bien qu'on doit accélérer pour qu'on puisse arriver rapidement au processus de DDR, pour qu'on puisse vraiment cantonner et désarmer tous les groupes armés, pour qu'on vraiment puisse revenir au Mali qu'on a connu, parce que nos textes sont clairs là-dessus. Au-delà de l'armée, tout groupe qui détient une arme doit être combattu comme ennemi. Mais pour ce faire, il faudrait qu'on sorte de cette situation. Parce qu'on ne doit pas aussi oublier que le Mali qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas le Mali d'avant, compte tenu des conséquences de la crise que nous connaissons depuis quelques années.
Vous voyez, à chaque fois qu'on essaye, par exemple, c'est des événements malheureux, mais on va essayer de le rappeler. Quand le Premier ministre Moussa Mara a voulu aller, Est allé. Oui, il est allé. Bon, je m'excuse, il est allé. Quand il est allé, vous voyez les conséquences fâcheuses que nous avons connues. 36 morts. Bon, c'est ce qu'on dit officiellement. Il paraît, je ne pas il paraît, d'après nos informations qu'on a confirmées, il y en a plus que ça. Donc il faudrait vraiment qu'on accélère. Et je pense bien que ça devait être une des priorités dès le lendemain de la signature de l'accord, créer rapidement les conditions pour qu'on puisse aller à ces processus de DDR et afin de sortir vraiment de cette crise. Parce que l'inconvénient, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est un effet, si ça perdure, ça risque de se reproduire ailleurs. Parce que les gens de la plateforme diront toujours qu'ils ont des parents quelque part, ils y iront. Et ceux qui suivent ne vont pas aller sans les armes. Et ça va créer d'autres problèmes. Il faudrait qu'on sorte de cette situation. Alors, est-ce que vous pensez que chercher à résoudre d'abord la situation d'Anefis et retirer le contrôle d'Anefis à la plateforme, c'est un faux problème selon vous? C'est un faux débat? Cette situation, faut-il s'attaquer à plusieurs gens? Normalement, c'est ce qui se doit. De la part de la médiation. De la médiation, mais malheureusement, la situation, le cas d'Anefis a créé une situation de trouble. Il faut gérer ça d'abord. C'est ce qui fait que on sera contraint quelque part d'oublier l'essentiel. Et c'est ce qui est très très dramatique pour nous. L'essentiel selon vous, c'est quoi? L'essentiel, c'est d'aller à l'application. Aujourd'hui, est-ce que les acteurs savent par où commencer en termes d'application de cet accord? Ah oui, il y a tout un chronogramme qui est là pour quelqu'un qui a lu l'accord. À partir du moment où les réunions même du comité de suivi ne sont pas régulières. Non, je pense qu'elles sont régulières, les réunions. Aujourd'hui, avec la suspension de la CEMA... malgré cette suspension, il y a certaines leçons de la CEMA qui étaient là le lundi dernier lors de la dernière réunion du comité de suivi. Mais ce que je voudrais dire à ce niveau, c'est qu'en son temps, je l'ai dit sur ce même plateau, il faudrait qu'on aille vite parce que compte tenu de la situation instable du pays, des petits problèmes peuvent surgir à tout moment et on ne sait pas à quoi exactement ces problèmes-là vont aboutir. Donc, aller rapidement à la mise en œuvre. Et pour cette mise en œuvre-là, il y a un blocage en ce qui concerne la constitution même du comité de suivi. D'accord. Et là, je pense que c'est à la médiation de faire un effort à ce niveau, puisqu'il y a un blocage. L'accord en tant que tel prévoit les signataires, et les signataires globalement, c'est le gouvernement, la CEMA, la plateforme. Mais puisqu'il y a des éléments de la plateforme qui ne sont pas reconnus, entre guillemets, par la plateforme, tout comme il y a des éléments de la CEMA qui ne sont pas reconnus par la CEMA, pourquoi ne pas créer une quatrième partie et pour qu'on aille rapidement? Mais à ce niveau, apparemment, la médiation n'est pas favorable à cela. Quatrième, 5 vous voulez, alors s'il y a des dissidents au sein de la CEMA, des dissidents au sein de la plateforme, il y aura deux entités affiliées à deux autres entités. Justement, il se trouve heureusement que les deux entités-là se retrouvent quelque part. Et ce sont ceux qui sont en grande partie, pas tous, parce qu'il y a quelques exceptions, mais en grande partie qui se retrouvent dans ce qu'on appelle le Campus 15. D'accord. Ouais. Alors, Abdoul Niang, vous voulez réagir? Oui, bon, je ne sais pas, l'accord, on peut dire que l'accord est mort-né. Parce que vous êtes pessimiste? Ce n'est pas être pessimiste, c'est un constat. C'est un constat. Et c'est de plus en plus évident aux yeux de tout le monde. Parce que l'accord, normalement, on dit on est à 2 mois, sinon plus, de la signature de l'accord. Et la période intérimaire qui compte de 18 à 24 ou 25 mois comme ça, si ma mémoire est bonne. Donc on est déjà à 2 mois et rien n'est encore possible. Même le comité de suivi de l'accord, jusqu'à présent la question des représentativités est en suspens. On doit poser une question. Pourquoi la plateforme a refusé les points 5 et 6 de la proposition de sortie de crise qui disent quoi de l'aménagement?
Je n'ai pas, comment dirais-je, les plans sous les yeux. Mais globalement, Globalement, bien sûr, il s'agit on parle de que mécanismes. que chaque groupe reste à sa position, c'est ça initiale. l'esprit. La position, on parle de l'antériorité. Avant les affrontements bien sûr, d'Anefis. et le mécanisme qui est le CTS, prévu par l'accord Commission technique de sécurité. Il y a une crise de confiance parce que la plateforme ne fait plus confiance aux forces internationales, dites forces neutres. MINUSMA. Parce que, bien sûr, MINUSMA. Donc, si c'est la MINUSMA qui doit assurer ça, alors que c'est elle qui assurait la sécurité, on a vu quelle sécurité il assurait là-bas, une population délaissée et exposée à toutes sortes de brimades. Alors, lors de la création de ce comité, justement, il avait été dit que des officiers maliens vont se joindre à des officiers de la MINUSMA pour créer ce comité. Les forces internationales en présence. Il y a Berkane et la MINUSMA et l'armée malienne également. L'armée malienne et les mouvements armés. Mais qui dirige, qui pilote les actions? Bien sûr, les forces internationales en présence. Parce que ces forces-là ont peut-être plus de moyens. Plus de moyens, pas seulement moyens militaires, mais moyens diplomatiques et politiques. Mais à partir du moment où c'est des officiers maliens qui sont donc les représentants du gouvernement... Et on les met là-dedans juste pour être des figurants. Quand on voit la composition... qu'est-ce qu'il Mais commande? sur le terrain, il y a bien des patrouilles de la MINUSMA et des patrouilles conjointes avec l'armée malienne. On ne peut pas dire qu'ils sont que figurants. Comment voulez-vous que les déserteurs d'une armée ça, c'est un autre débat. À des terroristes qui ont une fois tué et qui continuent de tuer les éléments d'une armée nationale et que du jour au lendemain, ces gens se regroupent, font la patrouille, font face à un ennemi. Comment vous pensez que ça c'est possible? Aujourd'hui, il y a plus en plus de patrouilles conjointes entre la MINUSMA et l'armée malienne. Ça, c'est aujourd'hui à Tonka. Hier, les affrontements, l'attaque de Tonka, la zone a été sécurisée par la MINUSMA et l'armée malienne. C'est une réalité aujourd'hui. Qu'en est-il du cas de l'armée malienne et les éléments des groupes armés qui contestent la souveraineté du Mali? Alors, nous allons observer... dans le futur, ça va venir. Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre avec la dernière partie. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Le forum de la presse qui réunit deux confrères aujourd'hui autour de moi, Lafia Sinaba, journaliste indépendant, et Abdoul Nyang de la radio Dambé. Nous réfléchissons aujourd'hui sur ces deux thèmes, la situation sécuritaire et le contrôle d'Anefis. Deuxième thème, la scolarisation des petites filles. Alors nous allons boucler cette première partie, ce premier thème, la situation sécuritaire et le contrôle d'Anefis. Aujourd'hui, est-ce que les partis vont parvenir à un accord pour boucler définitivement cette situation de Kidal? Nous avons vu en 2 jours, il y a eu 2 annonces, la plateforme qui voulait quitter Anefis et finalement c'est dit non, nous n'allons pas quitter. Lafia, comment comprenez-vous quand en 2 jours on puisse changer de version? Non, moi je pense qu'ils n'ont pas changé de version en tant que telle. La plateforme, dès le début, elle a dit elle avait donné d'abord son principe. Son accord de principe. Son accord de principe pour se retirer. Mais il y avait une condition. Même si elle ne désigne pas cela comme étant une condition, c'était quoi? Que en un premier temps, qu'il y ait la MINUSMA à Anefis et que par la suite, par exemple, au cours d'une réunion, comme Fahad l'a dit, le secrétaire général de Gadia, qui est une commission mixte de sécurité qui va réunir l'ensemble des parties prenantes. C'était cela la condition. Maintenant, puisque la médiation n'entend pas de cette oreille, donc on peut comprendre quelque part la frustration de la plateforme. Aujourd'hui, comment voyez-vous ces deux réactions? La plateforme qui voulait quitter, mais à des conditions. Abdoul? Oui, bien sûr, la plateforme, c'est normal que la plateforme se retire, mais au profit de qui?
Donc, moi, quand même, c'est que Alors, en son temps, nous avons posé la question à un représentant de la SEMA. Nous lui avons dit, est-ce qu'aujourd'hui, Anefis va ressembler à Menaka? Il nous a dit, même cette question de Menaka n'était pas encore réglée. Alors, est-ce que Anefis va ressembler à Menaka? Bon, ça risque d'être ainsi, parce que même quand on prend les cas de Menaka, on dit que les éléments de la plateforme se retirent, mais les éléments de la coordination se replient à 20 km et l'aménagement va assurer la sécurité. Il y a une différence fondamentale entre les mots se retirer et se replier. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Le cas de Anefis, ça risque d'être ainsi. Si la plateforme devait quitter Anefis, qu'elle soit remplacée par l'armée malienne, parce que si l'accord dit que l'armée doit être déployée, et si réellement c'est la communauté internationale... Il s'agit d'un déploiement progressif. Ça, c'est des termes politiques. Moi, je ne vais pas entrer là-dedans. Non, mais c'est ce qui est écrit dans l'accord. Si c'est progressif, ça peut aller à des siècles. Non, ça peut aller à des siècles. Quel moment je vous rappelle souvent, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, il ne faudrait pas qu'on fasse croire aux gens nos opinions comme si c'est qui est dans le texte. C'est un langage politique. Le redéploiement progressif, c'est un langage politique. Alors, le redéploiement progressif de l'armée malienne, ça équivaut également à une recomposition de l'armée. Quand on voit aussi le programme de réinsertion, il va falloir former une armée. C'est une armée recomposée avec l'ensemble des groupes armés qui vont intégrer progressivement cette armée. Mais également. Tout cela va prendre combien de temps? Oui, mais c'est déjà en cours. Il faudra... Après la signature de l'accord, l'application se poursuit. Avec la réunion du comité de suivi, on peut d'ores et déjà estimer que c'est un comité qui n'arrive pas à s'installer d'abord. D'accord, donc nous allons passer, vu que nous traînons sur ce thème, nous allons passer au deuxième thème. Aujourd'hui, si l'indice de parité entre les filles et les garçons a progressé tout au long de la dernière décennie, force est de constater que des disparités perdurent. Bien entendu, nous sommes passés dans le deuxième thème, la scolarisation des petites filles. C'est ainsi qu'entre 2002 et 2010, 80% des enfants ont pu donc poursuivre la première moitié du cycle fondamental et seulement 30% ont atteint le cycle secondaire, avec un indice de parité entre les sexes qui n'a pu atteindre 1%. Alors, Lafia, à ce rythme, comment peut-on aujourd'hui faire en sorte que les petites filles restent à l'école? À ce niveau, adopter et revoir les politiques, voir ce qui n'a pas marché et adopter des politiques ou encore des mesures incitatives. Et je pense que c'est des initiatives, des volontés politiques qui existent. Faire tout pour que les jeunes filles puissent aller à l'école et les maintenir à l'école. Donc, continuer sur la lancée puis voir ce qui n'a pas marché afin d'apporter les solutions idoines. C'est ce que je peux dire pour mon introduction. D'accord. Alors, Abdoul Niang, votre avis sur cette question de la scolarisation de la petite fille au Mali? Je crois que le Mali a fait un grand pas dans ce sens parce que c'était un sujet tabou. Quand on retourne un peu en arrière, il y a ceux qui étaient les gardiens de nos temples, je vais dire attachés à nos traditions, et étaient contre toute idée d'envoyer les filles à l'école. Mais aujourd'hui, cela n'est plus un sujet tabou et les gens partout envoient les enfants, les jeunes filles à l'école. Mais dans les milieux ruraux, les problèmes persistent jusqu'à présent parce que cela est dû aux réalités socio-économiques de nos milieux ruraux. Parce que la jeune fille à un certain âge vient en ville, donc travailler et servir d'aide ménagère pour chercher de quoi reconstituer ses trousseaux de mariage et retourner au village aussi et appuyer les parents financièrement. Donc ce qui fait que naturellement les filles sont élevées dans ça et elles ne pensent même pas à l'école et les parents aussi ne pensent même pas
qu'elles doivent être envoyées à l'école. Voilà un problème qui fait encore que la scolarisation des filles n'a pas atteint les taux escomptés. Alors aujourd'hui, la déscolarisation, nous sommes sur les facteurs donc, de la déscolarisation des jeunes filles. Est-ce que les violences sexuelles au sein donc, des établissements scolaires constituent également un frein, Lafia? Ça peut être un aspect négatif, mais je ne pense pas que ça soit vraiment un frein à cela, parce que je n'ai pas de statistiques à ce niveau qui prouvent que voilà, tant de jeunes filles ont abandonné les écoles parce qu'elles étaient victimes de violences sexuelles. Je ne pense pas, mais ça peut avoir des incidences négatives. Mais ce que je voudrais ajouter par rapport aux facteurs, j'ai tantôt parlé de politique incitative. Dans les milieux ruraux, par exemple, même dans les milieux périurbains, créer les conditions pour que les parents puissent envoyer les enfants. Parce que très souvent, c'est des jeunes filles, au-delà des travaux ménagers, il y en a qui font des petits commerces. Donc, trouver un moyen, parce que c'est des moyens de subsistance en quelque sorte pour ces familles-là. Donc, quelque part, en amont, il faudrait mettre l'accent sur la lutte contre la pauvreté. Voir comment créer de la recherche au sein des ménages. Des ménages, au sein même du pays, et comment créer de la valeur ajoutée. Je pense qu'avec cet aspect, le problème peut être résolu en grande partie. Créer vraiment les conditions, parce que ce n'est pas par gaieté de cœur aujourd'hui. Dans le temps, ça se faisait, mais aujourd'hui, ce n'est pas par gaieté de cœur qu'on n'envoie pas son enfant à l'école. Très souvent, c'est des enfants qui constituent des moyens de revenus pour ces familles, des piliers en quelque sorte. Et c'est regrettable, vraiment. Ok. Alors, à partir du moment où la corruption a gagné tous les terrains, est-ce que vous pensez que la corruption a un quelconque effet sur la déscolarisation de la petite fille Abdou Niang? Bon, ça dépend des pays. Pour le cas du Mali, je ne pense pas ainsi. C'est surtout dû aux réalités socio-culturelles. Surtout les jeunes filles au Mali, c'est devenu une mentalité chez elles. Quand tu ne parviens pas à étudier, à percer dans le monde scolaire, tu vas au foyer à faire des enfants et t'occuper du foyer. Donc c'est ancré chez les parents et chez les filles. Donc, ce qui fait que les filles n'ont même pas d'engouement pour les études. J'ai rejoint mon confrère qui dit qu'il faut une politique incitative. Inciter les filles à avoir le goût des études et leur présenter des perspectives. Quel genre de perspectives, par exemple? Bon, par exemple, comment dirais-je, leur réinsertion professionnelle, parce que dans le monde moderne que nous vivons aujourd'hui, il faut étudier pour prétendre à certains postes tels que les postes d'élus quand même, en tout cas tout ce qui est dans les rouages de l'État, donc pour être fonctionnaire, pour être élu et pour quand même avoir un standing social souhaitable aujourd'hui. Et le meilleur chemin qu'il faut vraiment emprunter, c'est vraiment la voie des études. Donc voilà ce qu'il faut montrer aux jeunes filles. Et je pense aussi que le nouveau mode de vie qu'on a importé font que les filles pensent plutôt elles pensent au loisir. Quand vous dites importer, vous pensez aux telenovelas? Oui, c'est ça, bien sûr, les technologies, l'information, vous incriminez Internet? La vie des... Non, pas l'usage, l'usage qu'on en fait. L'usage qu'on en fait, parce qu'on voit que, tel que Facebook aujourd'hui, c'est un meilleur outil vraiment de communication et de rapprochement. Mais aujourd'hui, l'usage qu'on en fait vraiment est désagréable. On n'en fait pas un bon usage. Bon, la vie aussi dans les maquis, dans les boîtes de nuit, qui sont en train de dépraver les mœurs au niveau des jeunes, à la fois jeunes filles comme garçons, mais les filles... Donc ainsi. Vous imputez la responsabilité aux parents d'abord avant que ça ne soit ailleurs? Ailleurs, bien sûr. Parce que, en tout cas, c'est nos réalités sociales d'abord.
parce qu'on ne tient pas beaucoup. Les parents ont-ils baissé les bras? Oui, mais c'est pas seulement baisser les bras, parce que nos réalités sociales font que la scolarisation des filles n'est pas importante. Elle n'est pas importante parce qu'on pense que c'est l'homme qui doit travailler, qui doit étudier et qui doit subvenir aux besoins de la famille. Donc, il y a un changement à ce niveau. De mentalité? Oui, il y a un changement. Mais... Alors, quelle est la différence aujourd'hui entre le milieu rural et le milieu urbain de l'AFIA en termes de scolarisation de la petite fille? Est-ce qu'il y a une grande différence à ma connaissance? Je ne pense pas, parce que les conditions qui font que les gens n'envoient pas leurs enfants à l'école, c'est pratiquement les mêmes conditions qu'on soit dans les milieux ruraux, que ce soit un milieu rural ou urbain. Je pense bien que c'est... D'abord, il a parlé, on va revenir encore là-dessus, l'aspect socio-culturel. Mais au-delà, c'est surtout les moyens. Parce que ces jeunes filles-là, elles vont travailler en fait pour les familles. Il faudrait trouver un moyen pour les occuper. Et ces moyens-là, c'est les envoyer à l'école. Et l'avantage de les envoyer à l'école, c'est que on peut donner toute une série de réponses en termes d'intérêt, en termes de résultats positifs. D'abord, le mariage précoce, ça évite cela. Le mariage précoce avec toutes ses conséquences, que ce soit les fistules vésico-vaginales, que ce soit autres maladies. Donc tout cela, c'est des avantages liés à la scolarisation de la petite fille. Donc, qu'on crée d'abord les conditions chez les parents pour qu'ils puissent vraiment aller envoyer les enfants à l'école. Et ces conditions-là, je pense que ce n'est pas trop demandé. C'est de créer, il appartient aux décideurs politiques de créer les moyens pour que les gens puissent travailler, c'est tout. Donc, la différence, on n'a pas forcément besoin de les mettre dans la fonction publique ou autre, mais créer des conditions pour que les gens, vraiment, ça atteint le niveau même général du pays, je pense bien, de la vie même. Qu'on n'essaie pas de voir dans le cercle restreint de la famille. Mais l'environnement dans lequel la famille même se trouve. D'accord. Alors, un dernier mot peut-être, Abdoul, l'État aussi, qu'il y ait une forte volonté politique. L'État doit aussi ouvrir des écoles dans les milieux ruraux, parce qu'on voit il y a cette différence aussi. Bien sûr. Même là aujourd'hui, les écoles communautaires sont là. Et l'État est en train de changer, de transformer beaucoup d'écoles communautaires, parce que la prise en charge pose quelquefois des problèmes aux villageois, aux responsables des villages. Et là, l'État est là, en train de prendre le relais. Il y en a assez partout. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Ainsi s'achève cette émission, une émission qui réfléchissait aujourd'hui sur deux thèmes majeurs, la sécurité et la situation sécuritaire dans le pays et le contrôle d'Anefis, la plateforme qui avait annoncé son départ donc d'Anefis, le fait désormais à des conditions donc que la communauté ne voit pas donc d'un bon œil. Et nous avons également effleuré la situation de la petite fille. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Lafia Sinaba, journaliste indépendant, Abdoul Nyang de la radio Dambé, je suis Famoussa Silibé, Mamadou Ouattara était à la technique, Nouhoum Diré n'est pas là, si il est là, mais derrière Salim Diouara qui est à la régie vidéo. Ousmane Diadje Touré a réalisé cette émission. Nous vous disons bon week-end et à lundi pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.